Joseph Pontus, vous êtes un ancien éducateur spécialisé qui a dirigé à ce titre des ateliers d'écriture et qui ont mené à la publication sous votre houlette d'un livre en 2012, Nous la cité, aux éditions Zone. Vous avez quitté la banlieue pour vous installer en Bretagne, où votre expérience d'ouvrier intérimaire dans des conserveries de poissons et abattoirs bretons vous a inspiré un premier roman très remarqué et salué, À la ligne, publié en 2019 aux éditions de la Table Ronde. Un texte qui a pour sous-titre Feuillet d'usine, avec passage à la ligne, donc à chaque phrase, sans virgule. Vous écrivez « J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées, seule déterminée. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. » Vous y dites l'aliénation du corps épuisé, la précision des gestes, et puis la résistance qu'oppose à cette souffrance votre esprit, des réminiscences de vers, des chansons, et puis l'amour. Si, c'est important. Depuis quand Combien de temps exerciez-vous ce métier précis quand vous avez commencé à écrire à son sujet? Et quelle a été l'impulsion? Déjà, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous regardent pour les Assises internationales du roman. Déjà, je suis toujours éducateur spécialisé, je suis toujours diplômé. Et effectivement, j'ai quitté la région parisienne par amour pour me marier. Donc, j'ai tout quitté. Travail, logement, vie sociale, etc. Et comme j'ai démissionné, je me suis retrouvé, mon épouse m'a aidé autant qu'elle pouvait au niveau pognon. Et puis, c'était tout simple, hein, comme beaucoup de gens en France, à un moment, on n'avait plus de pognon, quoi. Et mon épouse ne pouvait plus m'aider. Et donc, j'ai fait comme pas mal de monde, j'ai été m'inscrire en agence d'intérim et je me suis retrouvé à l'usine du jour au lendemain. Et ce qui embauche en Bretagne pour des raisons historiques et sociologiques, c'est l'agroalimentaire. Donc, en l'occurrence, des usines de poissons et des abattoirs. Et là, le gros truc à dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'usine et celles qui ne connaissent pas l'usine, c'est que c'est exactement encore aujourd'hui la scène des temps modernes de Chaplin de 1936, quand il resserre ses boulons et il ne va pas assez vite pour resserrer ses boulons. Et les collègues le menacent avec leur clé à molette derrière. Et encore aujourd'hui, en 2020, en France, on a 1 minute pour faire la tâche qui nous est impartie. Et au départ, on est malhabile, on n'arrive pas à faire la tâche. Et puis, au fur et à mesure, l'expérience arrive un petit peu et on arrive à faire la tâche en 45 ou 50 secondes. Et du coup, il reste 10 ou 15 secondes pour penser, pour se chanter des chansons, pour se réciter des poèmes, ou moi aussi, quand j'avais chanté mes chansons, réciter des poèmes pour écrire dans ma tête, quoi, tout simplement. Voilà, c'est les temps modernes. Il y a une très, 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 très belle série qui vient de sortir sur Arte, là, il y a 2 jours, qui s'appelle Le temps des ouvriers, qui a été filmée et réalisée par Stan Neumann. Donc, c'est un 4 fois 50 minutes sur Arte, sur l'histoire de la classe ouvrière européenne depuis 1800. Donc, c'est quand même un sujet un peu costaud et casse-gueule, quoi. Enfin, faire 4 heures sur la classe ouvrière depuis 1800, faut y aller, quoi. Et ce qu'il raconte, et c'est ce que dit très bien le titre, le temps des ouvriers, c'est le temps qu'on n'a pas, le temps qu'on nous vole, et le temps qu'on essaye de se réapproprier, en fait, tout simplement. Et donc, voilà, moi, je suis resté 3 ans à l'usine juste pour avoir un chèque à la fin du mois, comme plein de gens. Et la décision, en fait, l'écriture s'est faite elle-même dans la continuité de l'exercice de ce nouveau métier. Ah moi j'ai toujours écrit. Et en fait, quand je suis arrivé à l'usine, je suis pas arrivé à l'usine pour écrire. Je suis arrivé à l'usine pour gagner des sous, quoi, enfin, tout simplement. Et je pensais rester en intérim 3 semaines, 1 mois, 2 mois, quoi. Enfin, le truc le plus con du monde est retrouver comme on dit, un vrai boulot assez rapidement.
Et dès la première semaine, j'ai écrit le soir en rentrant chez moi après le taf, en me disant, mais c'est tellement incroyable cet endroit-là, c'est tellement insensé, tellement absurde, qu'il faut que je garde des notes un peu comme, ouais, comme quand tu gardes des notes en te disant, quand je serai vieux, je raconterai des histoires à mes petits-enfants au coin du feu, quoi. Et au moins, j'aurai cette preuve-là que je l'ai vécu. Et, et puis les notes se sont accumulées. C'était pas du tout prévu pour faire un livre. Au départ, c'était vraiment pour moi. Et puis après, la genèse du bouquin, on pourra en parler un petit peu après. Mais ouais, non, c'était pas du tout pour faire un bouquin. C'était juste garder le souvenir de ces journées complètement cinglées. Et très très vite, j'ai vraiment voulu écrire, ouais, quasiment dès la première ou deuxième semaine, de la manière dont je pensais, comme quand j'étais sur mes lignes de production, en fait. C'est-à-dire que, voilà, comme je le disais avant, tu as 10 ou 15 secondes de pensée et quand tu écris dans ta tête, tu n'as pas le temps de faire une longue phrase. Tu peux pas. Parce que après, il y a la tâche qui arrive après à faire. Et donc, tu ne peux écrire qu'une phrase courte en revenant à la ligne et à la tâche qui arrive, quoi. Quelle est la part de fiction ou de reconstruction et à quel point elle était nécessaire pour évoquer ce travail? Euh, une des grosses sources d'inspiration, c'est un de mes auteurs chéris, c'est Sandra Ars, et c'est, je crois, le plus beau poème de toute l'histoire de la littérature française et francophone, c'est la prose du Transsibérien, où il arrive, enfin, ils font sauter, enfin, Apollinaire et Sandra Ars, enfin, on connaît un peu l'histoire, mais on ne sait jamais comment bien ça s'est réglé. Ils se décident en 1912 euh, à faire sauter l'alexandrin, à faire sauter le poème traditionnel pour faire du vers libre. Et moi, la prose du Transsibérien, ça fait, je pense, à peu près 15 ans que j'essaye de l'apprendre par cœur, j'y arrive pas. Si un jour je gagne le Goncourt ou le Nobel, le premier truc que je fais, c'est que je m'achète un exemplaire original illustré par Sonia Delaunay. Et il arrive très bien à faire rendre compte de l'avancée du train, de l'arrêt, des rebuffades, des embardées. Et c'est ce que j'ai voulu faire en essayant de rendre compte de l'avancée de la chaîne et de l'avancée de la chaîne de production. Et Sandra Ars, il est interviewé par Lazareff, je crois, dans les années 50. Et on ne sait même pas s'il a vraiment pris le transsibérien jusqu'au bout. Et Lazareff lui dit, mais maintenant, Sandra Ars, vous pouvez nous dire. Et on sait très bien que Sandra Ars, il a inventé sa vie comme c'est pas permis, quoi. Et donc Lazareff lui dit, mais Sandra Ars, est-ce que vous l'avez pris le transsibérien? Et il a la plus belle réponse, je crois, de l'histoire de la littérature, c'est de dire, qu'importe, puisque je vous l'ai tous fait prendre. Et c'est ça la fiction. Enfin, évidemment que j'ai bossé 3 ans à l'usine. Mais tous les soirs, quand je rentrais, je m'inventais ma propre histoire. Et donc, le caractère fictionnel, le caractère romancé, je ne sais même plus, en fait, les histoires qui sont vraies ou les histoires que je m'imaginais dans ma tête à l'usine pour tenir. Qu'est-ce que c'est pour vous le travail sur la langue? Ah, évidemment, évidemment. Euh, Comme je disais juste avant, il s'agissait de travailler sur le... Je ne pouvais écrire qu'en rentrant. Je ne pouvais pas écrire le lendemain. Parce que si j'avais écrit le lendemain, j'aurais oublié toutes les sensations, tous les micro-événements. Et il s'agissait d'écrire vraiment au rythme, aux sonorités, au martèlement de l'usine. Et il y a un travail, peut-être complètement inconscient,
d'écrire sur des consonnes explosives, dentales, fricatives. Le cric, le crack, le froc, et pas du tout sur des assonances à la Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne avec des sons liquides et chuintants. Donc il fallait vraiment que ma langue et que mon écrit ressemblent au bruit des machines, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est bien sûr. Ouais. Vous dédiez votre texte au prolo aux gens avec qui vous avez été à la chaîne. Écrire sur le travail, c'était écrire sur votre corps, ce que vous viviez, mais aussi c'est écrire pour et sur les autres. Euh, on n'écrit jamais que de là où on parle, je crois. Enfin, c'est une des grandes leçons de la psychanalyse. Euh, Comme je le disais avant, moi, j'ai juste voulu écrire au départ pour moi. Et du coup, j'ai jamais pensé écrire au nom d'eux ou à la place de quelqu'un ou en témoignage. Euh, une des plus grandes fiertés de ce bouquin, c'est qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dedans. Et je pense que c'est vraiment parce que j'ai pas voulu écrire en leur nom, mais que j'ai écrit de ma propre place et que ce soit évidemment des ouvriers qui sont pas les plus grands lecteurs du monde, mais qui sont pas illettrés pour autant, que ce soit des précaires, que ce soit des caissières, que ce soit des gens qui bossent dans des établissements de soins, comme on en parle beaucoup aujourd'hui. Depuis un an que le bouquin est sorti et que je fais la tournée des librairies, il y a des gens qui viennent en librairie et qui n'ont pas nécessairement l'habitude de lire, mais qui se reconnaissent dans ce bouquin. Donc ouais, c'est une fierté immense. C'est une fierté immense. Et ils me disent, bah, ce que tu racontes, on passe à côté des trois quarts des références que tu balances, mais on s'en bat les couilles parce que c'est notre vie ce que tu racontes, quoi. Et moi, il y a tellement de bouquins dans ma vie qui m'ont aidé, euh, même pas qui m'ont aidé, mais qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont un peu comme les Terre-Neuve, tu vois, les chiens quand tu te noies, qui te ramènent au rivage. Tu as besoin de livres qui te ramènent au rivage parce que voilà. Et il y a des gens qui m'ont dit, bah, ton bouquin, il nous donne la foi pour aller bosser tous les matins, quoi. Enfin, c'est voilà. Je sais pas. Donc c'est une forme d'engagement, peut-être pas forcément écrire, mais le publier. Euh, j'ai même pas voulu le publier. Enfin, un truc un peu compliqué, mais non, mais très simple. En fait, j'écrivais, donc comme je disais au départ, pour moi, et puis je publiais, j'écrivais tous les soirs et je publiais à peu près un texte par semaine sur Facebook. Euh, Au départ pour mes proches qui s'inquiétaient de me savoir à l'usine. Mhm. Euh, et qui se disaient, mais t'as rien à foutre là-bas, quoi. Et c'était à la fois une manière de leur dire, mais ouais, j'en chie, mais tout va bien, quoi. Je peux pas vous appeler, je peux pas vous raconter, parce que tu peux pas raconter ce qui se passe, effectivement. Mais avec mes mots, je peux vous le dire et vous comprendrez peut-être. Et au bout de 2 ans et demi, j'étais encore en poste, il y a un très vieux copain écrivain, Jérôme Leroy, qui est publié à la Table Ronde, entre autres, pour ses romans et ses poèmes, qui me dit bah, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu veux que j'envoie à ma maison d'édition? Et je lui dis bah, Jérôme, ouais, je veux bien si tu veux, mais c'est des textes, et des textes, ça fait pas un livre, quoi.
Puis je suis encore en poste. Un livre, il faut un début, un milieu, une fin, que le héros il meurt à la fin. Enfin, tu vois, c'est pas non plus un truc. Et il dit ça ne coûte rien. Est-ce que tu veux que bah ouais, si tu veux, vas-y. Et 2 semaines plus tard, Alice Déon, la directrice de la table ronde, me dit bah, je prends, on sort en janvier 2019. Bon. Donc je bosse encore à l'abattoir. Et le premier truc que je fais, c'est que je dis à mes collègues je vous paye l'apéro vendredi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc mes collègues me disent à la pause, c'était un mardi, ils me disent ah, t'as trouvé un vrai taf? Je leur dis non. Tu vas être papa? Non, mais venez à l'apéro vendredi. Donc rien de tel pour motiver un ouvrier breton d'abattoir que de payer un apéro, quand on avait encore le droit d'aller boire l'apéro. Et ils me disent, bah, c'est quoi la nouvelle? Et je leur dis, bah, je vais sortir un livre. Ah bon? Et tu vas sortir un livre sur quoi? Je leur dis, sur l'usine. Bon, ben lui. Et c'est les premières personnes à qui je fais lire le bouquin. C'est mes collègues. Euh, déjà pour voir si ce que je raconte, c'est pas trop déconnant. Et comme il y a pas mal de moments où je parle d'eux, je leur demande si je garde leur prénom dans le bouquin. Et ils me disent, ce que tu racontes, c'est tellement beau et c'est tellement nous que oui, surtout, tu gardes nos prénoms. Donc, aucun prénom n'a été changé. C'est pas comme dans Ouest France ou dans Le Parisien ou dans la Nouvelle République des Pyrénées. Euh, voilà, et c'est les premiers qui l'ont offert, qui l'ont fait lire. Donc, ouais, il y a encore un peu de pouvoir de la littérature et de la magie de la littérature, quoi. C'est-à-dire que si j'étais venu et si j'avais écrit en mode reportage, en disant ah le pauvre petit ouvrier qui s'appelle machin, etc., etc., je pense pas que mes collègues ou comme je disais tout à l'heure, les caissiers ou les infirmiers se seraient reconnus de la même manière là-dedans, quoi. Est-ce que vous considérez la littérature comme est-ce que vous considériez pardon, le fait d'écrire comme un autre travail? Oh bah non, oh bah non, oh non, oh bah non. Non, écrire, c'est du plaisir, c'est pas du travail. Non, 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 ah non, bah non, 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 écrire, c'est juste la joie, quoi. Euh, le travail que j'avais à faire, c'était en rentrant du boulot. Enfin, il faut bien se rendre compte que quand tu bosses à l'usine, c'est comme à la mine, c'est comme à la guerre, c'est le pire travail du monde, quoi. Enfin, tu peux mourir du jour au lendemain. Tu peux être amputé. Écrire, c'est juste de la joie, mais vraiment de la joie. Euh, Tu penses même pas que, enfin moi je pensais même pas que ce truc-là, cet objet-là, ce livre-là, allait pouvoir être publié. Quand on m'annonce que ça va être publié, objectivement, c'est le sujet le moins sexy du monde, à savoir les usines d'agroalimentaire en Bretagne, avec une forme qui est la moins vendeuse du monde, c'est-à-dire en vers libre sans ponctuation. Faut arrêter de déconner, c'est quand même 5 minutes. Enfin, l'usine agroalimentaire en Bretagne écrit sans ponctuation, ça ne se vend pas, c'est pas possible. Et en 2 mois, je passe du statut d'ouvrier intérimaire à chômeur parce que je me suis fait virer de l'usine à la suite de la publication du bouquin, à celui d'écrivain.
Et écrivain, c'est quand même le plus beau métier du monde, quoi. Écrivain, c'est quoi? C'est que tu découvres des villes de France, d'Europe et du monde que tu connais pas. Tu payes pas le train, tu payes pas l'avion, tu vas dans des librairies, tu rencontres des gens, on te paye le resto et on te paye des coups à boire. Et tu dors à l'hôtel gratos. Non mais, quand tu as passé 3 ans à, à pousser des carcasses, à égoutter du tofu, c'est juste un truc de malade, quoi. Comment est-ce que vous voyez les modifications que le Covid-19 et le confinement ont pu apporter au rapport que notre société entretient avec le travail? Bah, euh, mon épouse, elle est éducatrice dans un internat aux apprentis de soleil. Donc, c'est les gamins qui ont entre 16 et 21 ans, qui sont un peu déclassés, qui galèrent complètement. Et elle bosse à Prisiac. Prisiac, le trou du cul de la Bretagne. Alors, le trou du cul de la Bretagne, centre-Bretagne, puissance 1000, quoi. Donc, il faut minimum 2 heures de bus pour arriver. Elle doit reprendre, bah, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Tout le monde s'accorde à dire on devrait reprendre en septembre, mais bon, a priori, bah, elle ne sait pas quand elle va reprendre. Les gamins, ils sont dans la panade totale. Et c'est des mômes, hein. C'est des mômes, c'est-à-dire que c'est pas comme nous, des gens qui ont une trentaine d'années derrière, quoi. Euh, c'est des mômes qui se cherchent. Euh, j'ai eu la chance de faire pas mal de rencontres dans des collèges et des lycées. Et tu vois ce que c'est que pour des mômes le rapport avec leurs profs, le boulot magnifique que font leurs profs, d'inviter des auteurs, de se battre pour avoir des subventions. Et ça, c'est les moments les plus magiques. Et je crois que c'est ce qui me manque le plus en tant qu'auteur aujourd'hui, c'est les moments avec les profs et leurs mômes. Aussi, on va dire du mal un petit peu vite fait, mais c'est pas grave. Mais comment tu vois comment Blanquer gère l'affaire, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi. Euh, T'imagines que tu as des familles qui vivent dans un 20 mètres carrés avec 2 mômes. Alors, est-ce qu'ils vont reprendre? Est-ce qu'ils vont pas reprendre? Est-ce que tu mets des masques? Est-ce que tu mets pas des masques? Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais cela? Et à côté de ça, il y a des profs. euh, enfin, un grand coucou à Sandrine à La Flèche dans la Sarthe. La Flèche, et pas au Prytanée militaire, mais au lycée public de La Flèche, qui est un lycée où il y a 2000 élèves. Ils ont une option cinéma. Et Sandrine, elle se bat pour avoir, depuis 5 ans, des subventions pour son option cinéma. Elle n'en a pas. Et il n'empêche. Tous les ans, elle fait un atelier cinéma avec ses mômes. Et ils m'ont fait un de ces trucs quand je suis allé les voir. Enfin, la Flèche, c'est quand même un endroit où même les corbeaux ils se suicident, hein, tellement c'est mort, quoi. C'est le Mans et le Laval du pauvre, hein, la Flèche. Il n'y a rien, quoi. Et il y a ça partout en France, quoi. Il y a des, il y a des profs, je ne dirais pas les endroits, mais il y a des profs qui font de l'enseignement clandestin pour des élèves sans papier, qui les font dormir dans les sous-sols de leur établissement. Euh, Là, avec le virus, bah, ils peuvent pas faire. Et ils font des cagnottes clandestines. Que révèle l'incertitude? Que révèle l'incertitude? C'est très très beau comme question. Le premier sujet de philo que j'ai eu en prépa, c'était existe-t-il une vérité des apparences? Ce qui est très malin en plus de la part du prof, parce que c'est à la fois un génitif objectif et subjectif.
C'est-à-dire que la vérité des apparences, est-ce que c'est les apparences qui sont véridiques ou est-ce qu'il y a une vérité du fait qui apparaît? Euh, Ça voudrait dire qu'il y a une certitude quelque part. Quelle certitude avions-nous? Quelle certitude croyons-nous avoir? Parce que c'est pas la certitude qu'on a qui est celle, en l'occurrence, quoi. Euh, la certitude, là, c'est que je suis à Lorient, à 2 kilomètres de la mer, et que ça fait un mois que j'ai pas vu la mer. C'est complètement con, hein. Mais en même temps, ça fait un mois que j'ai pas vu la mer. Et je l'entends. Tu vois, il y a des moments où il y a des grandes marées, ça tape un peu, et je ne vois pas la mer. Et pourtant, je suis un privilégié absolu. J'ai une petite maison avec une épouse que j'aime et qui m'aime, un chien adorable, un chat aussi. Je galère à écrire comme tout le monde parce que, on est complètement cinglé dans cette époque-là, quoi. Euh, les certitudes, c'est que je pense que c'est pour tout le monde pareil, quoi. On a juste envie de serrer les copains et la famille dans ses bras, quoi, en allant boire un coup en terrasse et en regardant pas la montre, en disant on a 5 minutes pour rentrer, quoi. Tu vois, j'entends les oiseaux derrière. Il n'y a aucune bagnole qui passe ici. Je sais pas. Je ne vais pas dire la seule certitude, c'est que je sais que je ne sais pas. Enfin, ce serait trop facile, quoi. Mais euh, ouais, la seule certitude, c'est que je vais regarder comme un con ce soir la télé pour voir si je suis dans un département vert ou un département rouge, quoi. C'est complètement stupide, mais j'en suis réduit à ça aussi. Enfin, c'est une défaite complète de la pensée, quoi. Euh, une défaite de l'intelligence, une défaite de la manière de lire, de réfléchir, d'écrire. Et là, je ne parle pas en tant que citoyen, je parle en tant qu'auteur, quoi. Euh, Comment faire avec ça?